Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo de l'amphi d'automatisme de DUT GMP du semestre 2. Nous avions vu lors de la première vidéo des rappels concernant l'automatisme, le fonctionnement d'un système automatisé, et nous avions introduit la nécessité de disposer d'un langage pour permettre la communication au sein des équipes de développement des systèmes automatisés, l'objectif étant de décrire le comportement attendu d'une machine et donc de sa partie mécanique, avant, bien évidemment, de passer à la partie programmation. Ce langage est le langage Graph7, pour lequel je vais vous redonner les quelques éléments importants vus lors de la première vidéo et nous allons ensuite voir les règles d'évolution du Graph7. Le langage Graph7 présenté lors de la précédente vidéo a pour objectif la communication entre équipes pour définir précisément et de manière formelle le comportement attendu d'une machine. Ce langage est un langage graphique qui comporte quelques éléments, donc c'est un langage simple, mais qui va permettre d'exprimer l'ensemble des comportements attendus d'une machine, des plus simples aux plus complexes. Donc ce langage est basé sur la notion d'étape, une étape étant un carré qui porte un numéro qui permet d'identifier l'étape. Ce numéro est unique au sein d'un Graph7. On a une étape particulière ou plusieurs étapes particulières qu'on appelle l'étape initiale, c'est-à-dire que ce sera l'étape qui va être active au démarrage du système. Ensuite, associé à une étape, on peut avoir une action ou plusieurs actions. Dans l'exemple simple ici de Graph7, par exemple à l'étape 0, il n'y a pas d'action associée, alors qu'à l'étape 1, on va réaliser une action qui consiste à faire tourner le magasin rotatif du système présenté lors de la première vidéo. Ensuite, nous avons une notion de transition. La transition, c'est l'élément graphique, c'est le trait à l'horizontale. Il faut l'imaginer comme une barrière, puisque on le verra par la suite, et on l'a vu lors de la première vidéo. Les étapes, quand elles sont actives, graphiquement, on représente un jeton dessus, un point rouge qui va évoluer d'étape en étape, et cette transition bloque la descente du jeton jusqu'au moment où la réceptivité qui est à côté devient vraie. Donc la réceptivité est une expression logique. Alors ici, ça peut être une expression logique très simple qui fait référence à une seule variable, comme ça peut être une expression logique avec des et, des ou, des non, et comme on a vu au semestre 1. Et enfin, nous avons des liaisons qui vont relier nos étapes à nos transitions, sachant que les liaisons sont orientées, c'est-à-dire que par défaut, le Graph7 se lie du haut vers le bas, et donc le jeton qui va être mis sur les étapes va naturellement descendre en suivant les liaisons. Ensuite, on a des liaisons qui peuvent remonter, dans ce cas, comme dans cet exemple, sur la liaison de gauche, une flèche indique que la liaison remonte. Il reste deux éléments graphiques pour complètement définir le Graph7, qui est en fait la possibilité de représenter du parallélisme, c'est-à-dire des actions qui vont avoir lieu en même temps, et donc on appelle ça une divergence en et, c'est-à-dire le moment où je vais lancer deux choses en même temps, donc comme ici dans l'exemple de gauche, où les étapes 2 et 3 pourront être actives simultanément, et donc ce qui précède ces étapes 2 et 3, donc qui est placé entre l'étape 1 et les étapes 2 et 3, c'est ce qu'on appelle une divergence en et. On diverge, on passe d'une branche où il y a l'étape 1 à deux branches, une branche avec l'étape 2, une branche avec l'étape 3. Et bien évidemment, nous avons ici en partie basse une convergence. Dernier élément, la divergence ou la convergence en OU, qui cette fois-ci va permettre de représenter un choix. Et donc, dans le Graph7 de droite ici représenté, après l'étape 1, sera activée soit l'étape 2, soit l'étape 3, mais pas les deux en même temps. Voilà pour ce rappel sur les éléments graphiques. Nous allons maintenant revenir sur les règles d'évolution et leur application sur un ensemble d'exemples. Sur les règles d'évolution, donc le Graph7 est basé sur 5 règles. C'est là où c'est ce qui fait toute la force du Graph7. C'est que graphiquement, ce langage est simple. On a ici 7-8 éléments graphiques et 5 règles d'évolution. La première règle, c'est une règle qui est relativement simple, qui définit ce qu'on appelle la situation initiale. Donc pour un Graph7, la situation correspond à l'ensemble des étapes actives à un instant T. Donc la situation initiale va correspondre en fait à l'activation des étapes initiales, rien de bien compliqué, ça veut dire que sur l'exemple qui est là, je vais placer un jeton sur l'étape 1 et un jeton sur l'étape 3, puisque ces deux étapes sont indiquées comme des étapes initiales par le double trait. Cette première règle me permet donc de savoir au démarrage quelles seront les étapes actives. Reste à voir maintenant comment ces deux jetons, associés actuellement à l'étape 1 et à l'étape 3, vont évoluer au cours du temps et vont se déplacer dans la structure du Graph7. Pour cela, on a deux règles. La règle numéro 2 qui va indiquer quelle est la condition de franchissement d'une transition, puisque je vous rappelle que la transition, c'est le petit trait horizontal qui va empêcher en fait l'évolution des jetons.
Et bien évidemment, à certains moments, dans certaines conditions, ces transitions pourront être franchies. Donc une transition est franchissable si les deux conditions suivantes sont réunies. Donc toutes les étapes en amont de la transition sont actives. On dit que la transition est validée. Et deuxième condition, la réceptivité associée à la transition est vraie. Alors toutes les étapes en amont de la transition sont actives, c'est relativement simple à déterminer, c'est graphique. Vous regardez une transition, vous suivez la liaison et vous regardez en fait quelles sont les étapes qui sont liées à cette transition. S'il n'y a qu'une étape, si cette étape est active, la transition est validée. Si l'étape est inactive, la transition n'est pas validée. Une fois qu'une transition est validée, on s'intéresse dans un second temps à la réceptivité, c'est-à-dire à l'expression logique qui est écrite à côté de la transition. Si la réceptivité est fausse, la transition n'est toujours pas franchissable. Si la réceptivité est vraie, c'est-à-dire si l'expression logique est vraie, à ce moment-là, la transition devient franchissable et elle est obligatoirement franchie. Ça veut dire que le jeton va franchir la transition et donc va passer d'une étape à l'autre. Et donc ça, c'est la règle numéro 3 qui indique en fait quelle est la conséquence du franchissement d'une transition en indiquant que quand on franchit une transition, cela entraîne simultanément la désactivation de toutes les étapes amont de la transition et l'activation de toutes les étapes aval. Nous allons voir tout de suite l'application de ces deux règles d'évolution sur des exemples simples. Alors pour ça, pour mettre en application ces deux règles d'évolution du graphe 7, on va considérer une partie de graphe 7, une partie de structure de graphe 7 très simple, donc c'est ce qui est indiqué dans la case en haut à gauche du tableau. Donc on a une structure constituée de deux étapes, l'étape 1, l'étape 2, une seule transition qu'on va nommer T1 et une seule réceptivité qu'on appellera R1. L'équation de cette réceptivité est relativement simple puisque c'est R1 égale petit d, c'est pour ça que sur les autres structures, dans les autres colonnes, est indiqué petit d étant une variable correspondant par exemple à une entrée de notre partie commande. Nous allons donc ensuite compléter ce tableau colonne par colonne, en commençant à chaque fois par indiquer quelle est la situation initiale. La situation initiale correspond à la liste des étapes actives, c'est-à-dire les étapes qui graphiquement portent un jeton. Ensuite, on pourra déterminer la liste des transitions dites validées. Ensuite, la liste des réceptivités vraies, ce qui permettra d'appliquer la règle numéro 2 en indiquant quelles sont les transitions franchissables. Alors, vous comprenez bien évidemment dans cet exemple, ça sera soit aucune transition, soit T1, puisque l'exemple de structure est très simple. Et bien évidemment, lorsqu'il y aura franchissement d'une transition, cela amènera une nouvelle situation qu'on décrira en bas du tableau. Alors commençons par le premier exemple. Donc on voit graphiquement qu'il n'y a aucun jeton, ni sur l'étape 1, ni sur l'étape 2. Ça veut dire que l'étape 1 est inactive et que l'étape 2 est inactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune étape activée, et donc pour la situation initiale, c'est l'ensemble vide. Alors on aurait pu s'arrêter là en complétant le tableau, mais à titre d'exemple, ça veut dire que T1, la transition T1 n'est donc pas validée. La réceptivité qui est à côté, en plus, petit d, on indique la valeur de petit d étant à 0, la réceptivité en plus est fausse, et donc nécessairement, comme la transition n'est ni validée et la réceptivité n'est pas vraie, la transition n'est pas franchissable. On n'avait aucune étape active, on n'a toujours aucune étape active. Dans la seconde colonne, cette fois-ci, on a un jeton placé sur l'étape 1 qui indique que l'étape 1 est active. On a toujours notre entrée, notre variable petit d qui est égale à 0. Dans ce cas, la situation initiale correspond à x1. Je vous rappelle que x1 désigne en fait l'étape 1. Et donc quand la variable x1 est vraie, ça veut dire que l'étape 1 est active, ou inversement. Donc ici, la situation initiale est constituée, la liste des étapes actives définissant la situation initiale est constituée de x1. Cela veut dire que la transition T1 est validée, mais comme petit d est à 0, ça veut dire que la réceptivité S1 est fausse. Donc on n'a aucune réceptivité vraie. Donc la transition T1 n'est toujours pas franchissable. À ce moment-là, ça veut dire que le jeton reste bloqué sur l'étape 1. Et donc on a toujours la même situation qui se caractérise par la variable x1. Sur le troisième exemple, cette fois-ci, nous avons de nouveau un exemple où aucune étape est active. En revanche, la variable petit d est vraie. Donc c'est simplement ici un exemple pour montrer que bien évidemment la situation initiale est caractérisée par l'ensemble vide. Aucune transition n'est validée. En revanche, comme petit d est vrai, la réceptivité R1 est vraie. Ce n'est pas une condition suffisante pour que la transition soit franchissable. Donc bien évidemment, il n'y a aucune évolution au niveau de cette structure. Nous n'avions ni l'étape 1 ni l'étape 2 d'active au départ, et à l'arrivée, nous n'avons ni l'étape 1 ni l'étape 2 d'active. Enfin, quatrième situation, nous avons cette fois-ci l'étape 1 qui est active, donc la situation initiale se caractérise par x1.
L'étape 1 étant active, ça veut dire que la transition T1 est validée. C'est donc ce qu'on indique sur la deuxième ligne. Donc dans la liste des transitions validées, on indique T1. La variable petit d étant vraie, cette fois-ci, ça veut dire que R1, la réceptivité R1 est vraie. C'est ce qu'on indique sur la troisième ligne. Et donc, on respecte les deux conditions vues précédemment. C'est-à-dire que la transition T1 est validée, que la réceptivité associée R1 est vraie. Et dans ces conditions, T1 devient franchissable. Et donc, on indique ici, dans la liste des transitions franchissables, que T1 fait partie de cette liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que graphiquement, le jeton qui était à l'étape 1 va franchir la transition pour passer sur l'étape 2. Donc graphiquement, nous aurons en fait cette évolution avec un jeton placé sur l'étape 2. Et d'un point de vue symbolique, nous écrirons que cette nouvelle situation se caractérise par X2 indiquant que l'étape 2 est active. Dernier exemple. Cinquième et dernier exemple, cet exemple en fait, on démarre à la situation précédente, ça veut dire que l'étape 2 est active, D est toujours vrai, donc ma situation initiale correspond à étape 2 active, sauf que l'étape 2 étant active, l'étape 1 étant inactive, ça veut dire que la transition T1 n'est plus validée. Donc dans la liste des transitions validées, nous n'avons aucune. En revanche, petit d étant toujours vrai, ça veut dire que la réceptivité R1 est toujours vraie. Mais bien évidemment, si on se reporte à la règle numéro 2, pour qu'une transition soit franchissable, il faut qu'elle soit validée et que la réceptivité associée soit vraie. Ça veut dire que dans la situation qui est présentée là, nous n'avons aucune transition franchissable et bien évidemment aucune évolution de la situation. L'étape 2 étant active au début, elle reste active à la fin. On montre surtout ici que le jeton ne remonte pas dans la structure du graphe 7. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a franchi la transition, le franchissement d'une transition ne peut se faire que dans un sens, que de l'étape 1 vers l'étape 2. Jamais dans l'autre sens. Passons maintenant à des exemples avec les divergences et convergences en E. Nous avons de nouveau une structure de graphe 7 simplifiée qui nous permet ici de représenter une convergence. Ça veut dire que les étapes 1 et 2 sont liées par une convergence en E qui amène à la transition T1 à laquelle est associée la réceptivité R1. Suite à cette transition T1, nous trouvons une divergence en E qui va amener à 3 étapes, 3, 4 et 5. Voyons maintenant quelles sont les évolutions, dans quel cas cette structure va évoluer en appliquant les règles numéro 2 et numéro 3 d'évolution du graphe 7. Pour le premier exemple, nous avons donc deux étapes actives, l'étape 1, l'étape 2, puisque nous avons un jeton placé sur l'étape 1, un jeton placé sur l'étape 2. En revanche, la variable qui caractérise la réceptivité R1, donc c'est la variable cette fois-ci petit b, changement par rapport à l'exemple précédent. Donc ici on a R1 égale petit b étant égal à 0, on considère que petit b est égal à 0, et bien ça veut dire que cette réceptivité est fausse. Donc si on complète ici le tableau, nous avons donc ce qui caractérise la situation initiale x1, x2. Comme ici on a une convergence en E, eh bien la transition T1 va donc être validée. Donc dans la liste des transitions validées, on indique T1. En revanche, comme petit b est faux, on n'a aucune réceptivité vraie. Donc dans la liste des réceptivités vraies, on indique aucune. Bien évidemment, si on applique la règle numéro 2, on a bien la transition validée, T1. En revanche, la réceptivité associée est fausse, donc T1 n'est pas franchissable. Donc aucune transition franchissable. Donc pas d'évolution de la situation et on est toujours dans la même situation à la fin avec l'étape 1 et l'étape 2 qui est active. Dans le deuxième exemple, cette fois-ci, donc on a une seule des deux étapes 1 et 2 qui sont actives, donc on a uniquement l'étape 2 qui est active, et là, c'est la particularité de la convergence en E, puisque si nous avons que l'étape 2 active, eh bien la transition T1 n'est pas validée. Voilà, ce qu'impose une convergence en E, c'est que pour que la transition T1 soit validée, il faut que toutes les étapes liées à la convergence en E soient actives. Comme ici, nous avons que l'étape 2 active, nous avons comme situation initiale x2, et nous n'avons aucune transition validée. La variable petit b étant devenue vraie, ça veut dire que la réceptivité R1 est vraie. Donc dans la liste des réceptivités vraies, on indique R1, sauf que, bien évidemment, je vous rappelle la règle numéro 2, une transition est franchissable sous deux conditions, que la transition soit validée et que la réceptivité associée soit vraie. Nous avons ici que la deuxième condition de respecter, ce qui n'est pas suffisant, donc la transition T1 n'est pas franchissable, et donc nous n'avons pas d'évolution de la situation, nous restons toujours dans la situation où l'étape 2 est active. Donc vous comprendrez que l'idée d'une convergence en E est de représenter une attente, ça veut dire que quand j'aurai lancé deux choses en parallèle, la convergence en E me permettra d'indiquer que j'attends que ces deux choses soient terminées pour passer à la suite.
Voilà, donc c'est un mécanisme qu'on peut aussi qualifier de synchronisation. Je vais synchroniser deux processus lancés en parallèle. Le troisième exemple, où cette fois-ci, on aura une évolution de la structure du graphe 7, puisque bien évidemment, on repart d'une situation où les étapes 1 et 2 sont actives. Donc, situation initiale se caractérise par x1, x2. La variable petit b étant vraie, nous avons donc la transition T1 qui est... T1 est validée, la transition T1 est validée, puisque les deux étapes en amont sont actives, x1, x2. La variable petit b étant vraie, cela implique que la réceptivité R1 est vraie. Donc dans la liste des réceptivités vraies, on indique R1. Et de nouveau, quand on applique la règle numéro 2, on vérifie bien les deux conditions. Transition validée, réceptivité vraie, ça veut dire que T1 devient franchissable. Et à ce moment-là, les deux jetons qui étaient à l'étape 1 et à l'étape 2 vont franchir la transition T1. Donc au moment du franchissement, quand on a comme ça une convergence en haie, on imagine que les deux jetons vont fusionner pour n'en faire plus qu'un. Et ensuite, comme après la transition T1, on a une divergence, en fait la divergence va multiplier les jetons, autant de jetons qu'il y a de branches, et donc on va avoir trois étapes actives, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5. Voilà pour cette présentation des règles d'évolution du graphe 7 pour une divergence et une convergence en haie. Pour finir, nous allons voir l'application des règles d'évolution du graphe 7 sur une divergence et une convergence en haut. Toujours pareil, en haut à gauche, nous avons donc la structure proposée du graphe 7, donc avec trois étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Cette fois-ci, nous avons une divergence en haut, et donc nous avons deux transitions qui sont nommées T2 pour la transition entre l'étape 1 et l'étape 2, et T3 pour la transition entre l'étape 1 et l'étape 3. À chacune de ces transitions est associée une réceptivité, R2 associée à T2, R3 associée à T3. Dans le premier cas, on considère donc que l'étape 1 est active, que la variable petit b est à 0 et la variable petit c est à 0. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement l'équation de R2 c'est R2 égale petit b, l'équation de R3 c'est R3 égale petit c. Donc si on complète pour ce premier exemple, nous allons avoir l'étape 1 qui est active, donc la situation initiale est caractérisée par x1 qui est vrai. Nous aurons à ce moment-là deux transitions validées, puisque si vous regardez la structure de graphe 7, il y a bien une liaison qui relie l'étape 1 à T2 et une liaison qui relie l'étape 1 à T3. Donc nos deux transitions sont validées, T2, T3, puisque je vous rappelle que dans ce tableau, en fait, ce sont des listes d'éléments. Donc là, c'est la liste des transitions validées, T2, T3. En revanche, comme nos deux variables petit b et petit c sont fausses, on n'a aucune réceptivité vraie au regard des équations qui sont écrites. Donc, bien évidemment, toujours pareil, en appliquant la règle numéro 2, comme une seule condition est vérifiée, c'est-à-dire que les transitions sont validées, en revanche, comme aucune réceptivité est vraie, on n'a aucune transition franchissable et donc aucune évolution de la situation du graphe 7 avec un jeton qui reste sur l'étape 1. Alors dans une nouvelle situation, il faudrait indiquer x1. C'est un oubli. Sur le deuxième exemple, donc on repart de la même situation, l'étape 1 est active. Donc bien évidemment, comme précédemment, on va avoir comme on a la même situation, c'est-à-dire les mêmes étapes actives, on a la même liste de transitions validées, puisque la liste des transitions validées se déduit de la structure du graphe 7 et des étapes actives. Donc on retrouve toujours comme transition validée T2 et T3. Sauf que cette fois-ci, on a une des deux variables qui est vraie, donc petit c est vrai, petit b est faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réceptivité R2 est fausse, et la réceptivité R3 est vraie. Donc, pour la transition T3, on vient vérifier les deux conditions. T3 est validé et la réceptivité associée R3 est vraie. Donc T3 devient franchissable. Donc dans la liste des transitions franchissables, on indique T3. Et à ce moment-là, bien évidemment, comme T3 est franchissable, ça veut dire que le jeton va glisser de l'étape 1 à l'étape 3 en franchissant T3. Et donc on arrive à une nouvelle situation avec l'étape 3 active, l'étape 1 inactive. Ce qui est représenté, bien évidemment, de manière graphique, avec le jeton sur l'étape 3, et de manière symbolique, en indiquant x3. Dernier exemple, cette fois-ci, nous avons la variable petit b qui est vraie, la variable petit c qui est faux. Donc, toujours pareil, même situation initiale, étape 1 active, ce qui s'écrit de manière symbolique x1. Nous aurons toujours les deux transitions T2 et T3 validées. En revanche, cette fois-ci, comme seule la variable petit b est vraie, nous n'aurons que la réceptivité R2 qui est vraie. Ça veut dire que seule la transition T2 remplit les deux conditions. T2 est donc validée, sa réceptivité associée est vraie, T2 est franchissable.
Le jeton va donc glisser de l'étape 1 vers l'étape 2 et nous arrivons dans une nouvelle situation où l'étape 2 est active et la transition T2 est donc franchie. Alors bien évidemment, hein, on illustre là le phénomène de divergence en OU, puisque quand on regarde en fait les deux exemples, les deux derniers exemples, on voit bien que dans un cas, le jeton va passer de l'étape 1 à l'étape 3, et dans l'autre cas, le jeton passera de l'étape 1 à l'étape 2. Donc le jeton peut passer de l'étape 1 à l'étape 2, ou de l'étape 1 à l'étape 3. Donc en fait, on va soit partir, on peut dire qu'on part, on envoie le jeton soit dans la branche de gauche, soit dans la branche de droite. Alors, comme ici on est à distance et qu'il n'y a pas d'interactivité, hein, la question qui est souvent posée en amphi, hein, c'est qu'est-ce qui se passe si B et C sont vrais? Donc ça, je ne l'ai pas illustré ici, on verra ça dans un exemple un peu plus tard pour l'application de la dernière règle d'évolution du graphe 7. Alors maintenant que nous avons précisé un petit peu quels étaient les éléments graphiques du graphe 7, les étapes, les transitions, les liaisons, les actions, que nous avons vu les règles d'évolution, en tout cas les 3 premières règles d'évolution, nous allons passer tout de suite à une application du domaine du génie mécanique, une perceuse à colonne. Alors vous avez vu ça normalement au semestre 1 en usinage, hein, puisque vous avez utilisé des perceuses à colonne, sauf qu'elles étaient manuelles. C'est vous qui donniez en fait le mouvement pour réaliser la descente et la montée de la perceuse. Bien évidemment, ce type d'équipement peut être automatisé, ça veut dire que le mouvement de descente et de montée peut être géré de manière automatique. Donc c'est le cas ici, on a une perceuse automatisée. Alors on ne voit pas ici dans le détail pour l'instant, parce que vous allez voir que le graphe 7 va nous permettre déjà d'exprimer le comportement attendu de la partie opérative, et donc d'exprimer les mouvements de nos éléments mécaniques, sans même savoir quel type d'actionneur on utilise. Donc ça n'a pas d'importance pour l'instant. La seule chose qui est importante, c'est effectivement d'avoir une idée en fait de ce qui sera observable par la partie commande. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? On va pouvoir observer déjà la position de la perceuse. Ça veut dire qu'on définit ici 3 niveaux. Le niveau H, qui est en fait le niveau O, qui est en fait une position de dégagement de la perceuse à colonne, permettant de libérer suffisamment d'espace pour que l'opérateur puisse retirer la pièce et mettre en place une nouvelle pièce sans venir se couper sur le foret ou se brûler, puisque bien évidemment, après usinage, le foret est chaud. Ensuite, nous avons un niveau B1, qui est en fait un niveau qui va correspondre à une situation où le foret n'est pas encore en train d'usiner, et une position B2 qui va correspondre à la position basse. Donc entre B1 et B2, lorsque l'on descend, c'est le moment où l'on va percer, et donc bien évidemment, il faudra adapter la vitesse de déplacement aux conditions de coupe. Ça, c'est des notions que vous avez vues en usinage. Et enfin, dernier élément, on va avoir un bouton qu'on appelle DCY. Alors, c'est un raccourci qui est fréquemment utilisé sur les machines automatisées, qui veut dire départ cycle. Donc ça, c'est un élément de ce qu'on appelle l'interface homme-machine qui va permettre à l'utilisateur de la machine d'indiquer qu'il souhaite déclencher le cycle de perçage. Bien évidemment, on voit ici que rien ne se passe puisque le premier événement attendu est un appui sur le bouton DCY. Si j'appuie sur le bouton, on voit que la perceuse se met à descendre, d'abord en grande vitesse de H à B1 puisqu'on est hors matière. Arrivé à B1, la vitesse ralentit pour continuer jusqu'à B2 en vitesse lente. Donc là, on a toute la phase de perçage avec des problématiques d'évacuation des copeaux, de conditions de coupe, etc. Et une fois qu'on est arrivé à B2 en position basse, on remonte jusqu'en H en position haute. La partie opérative, c'est-à-dire la perceuse, est revenue dans le même état qu'initialement, et donc on considère ici que c'est la fin du cycle. L'opérateur pourra venir retirer la pièce qui a été percée pour en positionner une nouvelle avant d'appuyer de nouveau sur le bouton départ cycle. Alors bien évidemment, ce comportement simple de la perceuse, on pourrait le décrire sous forme textuelle. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit très vite que si on décrit le comportement attendu des machines sous forme de texte, cette description est sujette à interprétation, puisque le langage naturel, le français, l'anglais, en fait n'importe quelle langue, ne sont pas des langages formels, comme ce que vous pouvez utiliser depuis très longtemps en mathématiques, et donc le langage naturel en fait, amène des interprétations qui peuvent être différentes en fonction des personnes qui lisent le langage. Donc nous, l'objectif, c'est de décrire ce fonctionnement sous forme d'un graphe 7 pour que ça soit formel et qu'il n'y ait qu'une seule interprétation possible. Voilà, ce qui va permettre bien évidemment des discussions au sein des équipes de développement, puis au sein des équipes de programmation, et enfin au sein des personnes qui vont devoir valider le fonctionnement. Voyons ça. Donc bien évidemment, quand je vais vouloir décrire le fonctionnement de mon équipement sous forme de graphe 7, il va falloir, dans un premier temps, clairement identifier
ce qui correspond aux entrées et aux sorties de ma partie commande. Donc ce qui est indiqué dans la figure du haut, PC partie commande, c'est donc la partie commande de ma perceuse, en tout cas ma perceuse à colonne étant ma partie opérative, avec ses actionneurs. Je vais considérer ici 4 entrées. Alors pour l'instant je ne sais pas de quelle nature sont les capteurs, mais je sais que j'ai besoin de ces 4 informations. Donc je vais considérer que ces 4 entrées, la demande de l'opérateur de départ cycle, ou de l'utilisateur, ce n'est pas forcément un opérateur, la position B1, donc de la perceuse, la position B2 et la position H. Donc je sais que de toute façon, si je souhaite automatiser le cycle de mon équipement, j'aurai besoin de ces 4 informations en entrée, qui sont ici des informations booléennes, parce que soit j'ai une demande de départ cycle, soit j'en ai pas, soit la perceuse est en B1, soit elle n'y est pas, soit elle est en B2, soit elle n'y est pas, soit elle est en H, soit elle n'y est pas. Et ensuite, je vais considérer 3 actions: descendre en grande vitesse, descendre en petite vitesse et monter en grande vitesse. C'est indispensable de bien identifier quelles sont les entrées et les sorties de ma partie commande avant d'écrire mon graph set, puisque vous allez très vite le comprendre, mais les actions du graph set porteront sur les sorties. Donc une fois que j'ai identifié mes sorties, je sais quelles sont les actions que je peux porter sur mon graph set, et mes entrées me permettront d'écrire mes réceptivités. Maintenant, quelle est la démarche pour écrire un graph set? Eh bien, il va falloir considérer 2 choses. Il faut bien distinguer ici à droite la partie opérative, c'est-à-dire la perceuse à colonne avec ses actionneurs, ses capteurs, son bouton départ cycle, la pièce. Et à gauche, notre partie commande. Et bien évidemment, cette partie commande va piloter notre partie opérative. Et donc ici, on commence par globalement décrire ce fonctionnement de la partie opérative attendue, et donc comment la partie commande va piloter cette partie opérative. Donc on considère l'état initial de la partie opérative, de droite, et la situation initiale du graph set correspondant à l'étape 0 active. Donc bien évidemment, j'ai une correspondance entre ces deux situations initiales, d'un côté la partie opérative, de l'autre côté ma partie commande. Je vais me poser ensuite 2 questions. Dans cette situation initiale de la partie opérative, quel événement est attendu pour déclencher une action? Et ensuite, deuxième question, quelle action je déclenche? Quel événement est attendu? Comme on l'a vu précédemment, actuellement, ce qui est attendu, c'est que l'opérateur appuie sur le bouton départ cycle. Donc, premier événement, c'est que la variable ou l'entrée DCY devienne vraie. Deuxième question, quelle action je souhaite faire après cet événement? Je souhaite que la perceuse descende à grande vitesse. Une fois que j'ai répondu à ces 2 questions, vous comprendrez qu'il est relativement simple de compléter le graph set, puisque je vais pouvoir, suite à l'étape 0, rajouter une transition, et à côté de la transition, mettre une réceptivité qui correspond à l'événement attendu. L'événement attendu est donc l'appui sur DCY, c'est-à-dire que DCY devienne vrai, donc j'écris comme réceptivité DCY, puisque quand la variable sera vraie, la réceptivité sera vraie. Ensuite, je rajoute une étape 1, et associé à cette étape, je vais indiquer l'action que je souhaite déclencher, qui est descendre en grande vitesse. Étant maintenant dans cette situation, c'est-à-dire ma partie opérative de droite, j'ai ma perceuse à colonne qui est en train de descendre en grande vitesse, ce que je représente dans ma partie commande par l'étape 1 avec l'action associée, et je me repose toujours les mêmes questions. Jusqu'à quand je vais descendre en grande vitesse et quelle action je déclenche ensuite? Je descends en grande vitesse jusqu'à ce que B1 soit vrai, c'est-à-dire jusqu'à ce que la partie opérative atteigne le niveau B1, ce qui, moi, d'un point de vue partie commande, va correspondre à la variable B1 est vrai. Et suite à cet événement, je vais faire descendre la perceuse en petite vitesse pour réaliser le perçage. Donc de nouveau, je rajoute une transition en indiquant comme condition B1 et je rajoute une action qui est descendre en petite vitesse associée à l'étape numéro 2. Je pose de nouveau la question. Jusqu'à quand je descends en petite vitesse? L'animation a déjà eu lieu. Je descends en petite vitesse jusqu'à B2. Donc là, l'événement attendu, c'est que B2 devienne vrai. Qu'est-ce que je vais souhaiter faire ensuite? Je souhaite ensuite faire monter la perceuse en grande vitesse. Donc là, je vais rajouter une transition en indiquant B2. Je vais rajouter l'étape 3 en indiquant l'action souhaitée qui est de remonter en grande vitesse. Pour finir, jusqu'à quand je remonte? Je remonte jusqu'à H. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'une fois que je suis remonté à H, j'ai ramené ma partie opérative dans son état initial. Je dois donc, au niveau de ma partie commande, reboucler mon graph set sur l'étape 0, puisque j'ai créé un cycle
au niveau de ma partie opérative, et donc ce cycle doit aussi figurer au niveau de ma partie commande. Voilà pour ce premier exemple. Ce qui est important à retenir, c'est que les actions se font uniquement sur les sorties de la partie commande, et les réceptivités vont dépendre des entrées et donc de l'état de ma partie opérative. Donc mes réceptivités vont permettre d'écrire des conditions et donc des événements. Je vais exprimer des événements, donc des changements d'état de ma partie opérative, alors que mes étapes vont permettre d'exprimer des actions. Quelques compléments simples pour finir sur le graph 7, et nous aurons vu l'ensemble des éléments et l'ensemble des règles qui définissent les évolutions du graph 7. Même s'il reste 2-3 détails, vous aurez vu, on va dire, 80% de ce qui caractérise le graph 7. Je rappelle simplement ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on a plusieurs manières en fait de représenter une étape et d'indiquer quel est l'état de cette étape, c'est-à-dire si elle est active ou inactive. On a une manière graphique, on fait un carré, dans le carré on met le numéro de l'étape, ici 10. Si l'étape est active, on met un point, on met un jeton. Ici il est rouge, il n'est pas forcément rouge, là il n'y a pas d'obligation, mais c'est un jeton. Oralement, on dira que l'étape est active, et mathématiquement, on écrira que la variable x10 est vraie, x10 égale 1. Ensuite, si l'étape est inactive, on aura simplement le carré qui représente l'étape avec son numéro, sans jeton, donc graphiquement. Et puis, on dira que l'étape 10 est active, et inactive, pardon, et on écrira que la variable x10 est fausse. Quel est l'intérêt en fait d'avoir une variable comme ça associée aux étapes? C'est que ça va nous permettre, nous, de réaliser ce qu'on appelle des appels-réponses entre des graph 7 ou de la synchronisation. C'est-à-dire qu'un graph 7 pourra faire référence à l'état d'un autre graph 7. Alors c'est intéressant puisque bien évidemment dans nos systèmes automatisés, on va industriellement avoir des machines qui peuvent être complexes, voire très très complexes, avec des centaines, voire des milliers d'entrées-sorties. Et il est bien évidemment impossible de décrire le fonctionnement global de la machine avec un et un seul graph 7. Voilà, je sais pas moi, allez, on va prendre l'exemple de l'université Lyon 1. Si j'essayais de décrire sur une feuille l'ensemble du fonctionnement de l'université, ça serait impossible. Donc en fait, on va faire ça de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va dire, l'université, elle a des composantes, ces composantes, elles ont des départements, dans les départements, j'ai des formations, dans chaque formation, j'ai des groupes d'étudiants, et comme ça, à chacun des niveaux, je vais pouvoir décrire un fonctionnement. C'est la même chose sur nos systèmes automatisés, on va les décomposer en différents niveaux fonctionnels, et on va décrire à chacun de ces niveaux les comportements, mais ensuite, il va falloir synchroniser ces différents niveaux. Il va falloir les lier. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'appel-réponse entre deux graph 7. Donc on a ici un exemple simple, on a à gauche ce qu'on va appeler un graph 7, qu'on appelle un graph 7 mètres, qui serait un graph 7 de coordination avec 3 étapes, 1, 2 et 3. Et ensuite, on a à droite un graph 7 esclave, G1, qui doit être déclenché quand l'étape 2 est active. Globalement en informatique, c'est aussi ce qu'on appelle un sous-programme. Donc on souhaite, quand l'étape 2 est active, appeler le sous-graph 7 G1 et exécuter le sous-graph 7 G1. Comment on réalise ça? De manière assez simple, on va mettre en place ce qu'on dénomme l'appel. Ça veut dire que sur la première réceptivité du graph 7 G1, on va indiquer x2, x2 faisant référence à l'état de l'étape numéro 2. Quand l'étape 2 est active, x2 est vrai, et donc le graph 7 G1, ayant initialement son étape 20 active, passera à l'étape 21. Donc là, le graph 7 G1 va se dérouler, va faire ce qu'il a à faire, et bien évidemment, à un moment donné, quand ce graph 7 G1 sera terminé, il arrivera avec l'étape 28 active. Quand l'étape 28 sera active, cela signifiera que le graph 7 G1 a terminé. On utilisera donc cette information dans le graph 7 mètre en indiquant sur la transition entre l'étape 2 et l'étape 3 x28. Voilà, la variable x28 sera vraie quand l'étape 28 du graph 7G1 est active et donc quand le graph 7G1 a terminé son travail. Il reste juste un problème, c'est à quel moment je réinitialise le graph 7G1. Il faut que je réinitialise le graph 7G1, c'est-à-dire qu'il faut que je désactive l'étape 28 et que j'active l'étape 20, uniquement quand le graph 7 principal, quand le graph 7 mètre, a reçu l'information. Qu'est-ce qui caractérise le fait que le graph 7 principal, le graph 7 mètre, a bien reçu l'information? C'est quand l'étape 2 sera désactivée, l'étape 3 sera active. Et donc, on a un dernier élément, ce qu'on appelle l'acquittement. Ça veut dire qu'on vient vérifier que l'étape 2 est bien active avant de réinitialiser le graph 7 G1 en indiquant sur la dernière transition non x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière réceptivité sera vraie quand la variable x2 est fausse, puisqu'on a écrit non x2. Et donc, quand la variable x2 sera fausse, l'étape 2 sera inactive. Et donc nécessairement, comme on a testé au début du graph 7G1
que l'étape 2 est active. Si on teste à la fin qu'elle est inactive, c'est bien que le graphe 7 mètres a évolué. Voilà comment est-ce qu'on met en place un système d'appel-réponse entre deux graphes 7. Donc là, le graphe 7 G1 joue vraiment le rôle de sous-programme par rapport au graphe 7 principal. Voyons tout de suite une application. On reprend l'exemple de la perceuse automatisée. Donc, on a vu l'exemple en fait de l'automatisation du cycle de perçage. Je vous expliquais que en fait, on remontait la perceuse jusqu'en H pour dégager suffisamment la pièce pour permettre à un opérateur de venir récupérer la pièce qui a été percée et mettre en place une nouvelle pièce. Mais on peut maintenant imaginer qu'on va aussi automatiser l'arrivée des pièces et automatiser l'évacuation. Donc, on va automatiser le serrage et automatiser le desserrage. Donc on va avoir du coup dans notre machine, cette fois-ci dans l'automatisation de cette perceuse, quelque chose de plus complexe. Et donc on va décrire le fonctionnement global de la perceuse par un graphe 7 mètre, qui va être la description globale du cycle. Et ensuite on aura 3 graphes 7 esclaves. Donc le cycle du graphe 7 mètres, du graphe 7 principal, c'est simple. Je suis dans une étape initiale d'attente. L'opérateur demande le départ cycle en appuyant sur DCY et ensuite j'aurai 3 étapes, une qui va correspondre au cycle de serrage de la pièce, une qui va correspondre au cycle de perçage et une qui va correspondre au cycle de desserrage et d'évacuation. On va simplement ici illustrer ce qu'on vient de montrer sur les appels-réponses entre graphe 7, sur la coordination entre l'étape 3 du graphe 7 principal, puisqu'à l'étape 3 ce qu'on souhaite c'est percer la pièce, donc on va dire que ça c'est une macro-action, et le graphe 7 de perçage, qui est en fait une description détaillée du fonctionnement attendu. Donc comme indiqué précédemment, alors ici il n'y a pas toutes les informations, en tout cas ce graphe 7 mètres va à un moment donné recevoir l'information comme quoi le serrage de la pièce est terminé. Quand la pièce sera serrée, le graphe 7 mètres passera de l'étape 2 à l'étape 3. À cet instant-là, ce qu'on souhaite, c'est déclencher le cycle de perçage. Donc pour déclencher le cycle de perçage, dans le graphe 7 de perçage, on rajoutera entre l'étape 10 et l'étape 20, on va modifier la réceptivité, puisque précédemment on avait indiqué DCY. Le DCY maintenant il est géré, il est utilisé dans le graphe 7 mètres, à la gauche. Et cette fois-ci, on mettra dans le graphe 7 qui représente le cycle de perçage, la variable x3 qui correspond en fait à la condition de lancement du cycle de perçage. x3 correspondant au fait que l'étape 3 est active. L'étape 3 étant active, x3 devenant vrai, ça veut dire que le graphe 7 de perçage va évoluer, le jeton va passer de l'étape 10 à l'étape 20, 20 à 30, 30 à 40, la perceuse à colonne sera revenue en position haute, au niveau H, et là cette fois-ci on a rajouté une étape, l'étape 50, qui va permettre d'indiquer au graphe 7 principal, au graphe 7 mètres, que le cycle de perçage est terminé. Et donc sur ce graphe 7 mètres, on vient indiquer après l'étape 3 comme condition que l'étape 50 soit active, et donc on utilise la variable booléenne x50, puisque x50 est vrai quand l'étape 50 est active. À ce moment-là, le graphe 7 mètres va évoluer, puisque le jeton pourra passer de l'étape 3 à l'étape 4, puisque la transition est franchissable, la condition x50 étant vraie. Et donc sur le graphe 7 du cycle de perçage, on rajoutera notre acquittement en indiquant au niveau de la réceptivité non x3 correspondant au fait qu'on attend que l'étape 3 soit inactive. L'étape 3 étant inactive, le jeton va pouvoir franchir la transition et passer de l'étape 50 à l'étape 10 et se retrouver de nouveau en attente d'un appel. Voilà pour la coordination entre graphe 7. Pour finir, deux transparents très rapides. Il existe dans graphe 7 deux règles complémentaires. La règle numéro 4, la règle numéro 5. Je vais passer très rapidement puisque ces règles, on les applique, elles sont là pour lever toute ambiguïté, mais on n'en a pas besoin, je vais dire, à chaque fois. La règle numéro 4 indique que si plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Donc je reviens sur la divergence en haut de tout à l'heure. Imaginez que ici on ait deux conditions de réceptivité. La première c'est petit a, la deuxième c'est petit b. Que ces deux réceptivités soient vraies, puisque on a A qui est vrai, B qui est vrai, et que l'étape 1 devient active. Si j'applique les règles d'évolution du graphe 7, donc la règle numéro 2, je vais voir qu'effectivement, la transition de gauche est franchissable, puisqu'elle est validée et que petit a est vrai. La transition de droite est franchissable, puisque la transition est validée et la réceptivité est vraie. J'ai donc deux transitions franchissables. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai deux transitions franchissables? Est-ce qu'il y a une notion de priorité? J'en franchis une, puis l'autre, ce qui là serait impossible, puisqu'une fois que j'en ai franchi une, il n'y a plus de jetons pour franchir l'autre. Ou est-ce que je les franchis simultanément? Voilà, donc ça c'est la précision qu'amène cette quatrième règle, c'est de dire que si plusieurs transitions sont
simultanément franchissables, elles sont simultanément franchies. Et donc si j'applique cette règle à ma divergence en OU, je me rends compte que je vais activer simultanément les étapes 10 et 20, ce qui ne correspond plus à du OU. Ça veut dire que pour respecter en fait une divergence en OU, il faut faire attention, c'est donc à celui qui a écrit le graph-set de bien vérifier que les deux réceptivités ne peuvent pas être vraies simultanément. Puisque si les deux réceptivités ne peuvent pas être vraies simultanément, à ce moment-là, les deux transitions ne seront jamais vraies simultanément. Donc là, un exemple pour corriger ça, c'est par exemple d'écrire A et non B, puisque bien évidemment, si B est vrai, non B sera faux, et donc la réceptivité ici de gauche sera fausse. Je peux aussi écrire B et non A, puisqu'à ce moment-là, si A est vrai, non A sera faux, B et non A sera faux, et j'aurai que la réceptivité de gauche qui sera vraie, et donc que la transition de gauche qui sera franchissable. C'est une solution parmi d'autres. Un inconvénient, c'est que ce que je viens de proposer là correspond en fait à une priorité fixe. Si vous avez deux files d'attente, petit a correspond au fait qu'il y a une personne qui attend dans la file de gauche, petit b correspond au fait qu'il y a une personne qui attend dans la file de droite. Si vous utilisez en fait ce principe-là, si vous avez du monde en permanence dans les deux files, eh bien vous n'aurez qu'une file qui va avancer. Dans l'exemple de droite, c'est la file de gauche qui va avancer. Dans l'exemple de gauche, c'est la file de droite. Voilà, donc vous comprendrez que cette solution n'est pas forcément la solution idéale dans toutes les situations. Bien évidemment, il existe d'autres techniques après pour faire des priorités dites tournantes. Dernière règle, c'est la règle en fait de priorité de l'activation sur la désactivation. Donc on part d'une situation où on a deux étapes actives, l'étape 2 et l'étape 3, avec une structure de graph-set qu'on dit linéaire, c'est-à-dire on a une étape, une transition, une étape, une transition, une étape. Sauf qu'ici, sur chacune des transitions, on a la même réceptivité qui correspond au front montant de A. On attend donc que la variable petit a passe de 0 à 1. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La première transition qui est validée parce que l'étape 2 est active devient aussi franchissable. Et donc, on va désactiver l'étape 2 pour activer l'étape 3. Et la deuxième transition devient aussi franchissable puisqu'elle est validée avec l'étape 3 qui est active. Et la réceptivité devient vraie avec petit a, avec le front montant de A. Donc quand on va franchir cette transition, on désactive 3 et on active 4. Si on fait le résumé de ce que je viens de dire, ça veut dire que l'étape 3, elle est candidate à la désactivation et à l'activation. Et donc cette cinquième règle est là pour lever cette ambiguïté, elle nous indique que l'étape reste active. Ce qui semble logique d'un point de vue graphique, puisque le jeton qui était sur l'étape 2 va glisser sur l'étape 3 et le jeton qui était sur l'étape 3 va glisser sur l'étape 4. Cette structure de graph-set peut de nouveau faire référence un peu à des files d'attente, et donc j'ai l'ensemble de mes éléments qui sont dans la file d'attente qui avancent d'un pas. Voilà pour cette cinquième règle. Pour finir simplement, et c'est ce qu'on verra, c'est ce que vous verrez en travaux pratiques, le graph-set, je vous le rappelle, est bien un langage qu'on appelle de spécification, c'est-à-dire que c'est un langage qui est destiné à la communication entre êtres humains. On a ensuite des langages dits de programmation en automatisme qui sont standardisés. On a 5 langages de programmation, et notamment qui sont les langages de programmation de nos fameux automates programmables industriels. Ces langages sont adoptés par tous les fabricants, Siemens, Rockwell, Omron, Schneider, etc. Et donc nous avons en réalité 4 langages réels de programmation au sens informatique et un langage structurant. Donc 4 langages de programmation, la liste d'instructions qu'on n'a pas vu au semestre 1 et qu'on ne vous montrera pas, qui est en fait un langage un peu historique, qui est proche de l'assembleur, c'est-à-dire que c'est un langage qui n'est pas forcément très convivial, par contre il est très performant d'un point de vue exécution et temps d'exécution. On a ensuite le texte structuré, donc qui est proche des langages informatiques, type C, et on reverra des exemples. On a ensuite les schémas à relais ou ladder diagramme qu'on a vu au semestre 1, qui sont proches en fait des schémas électriques historiquement. On a les diagrammes de blocs fonctions, functional block diagram en anglais, là c'est proche des logigrammes, c'est-à-dire de ce qui était fait avant en électronique numérique. Et le dernier, c'est le SFC, qui va être un langage qui est structurant et qui est dérivé du graph-set, comme on va le voir. Voilà, donc simplement pour rappel, j'ai ici trouvé une équation, je souhaite programmer une équation qui est C égale A et non B. Eh bien, j'ai 4 langages qui me permettent de le faire en automatisme. La liste d'instructions. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ça vous paraît un petit peu bizarre, mais en fait, j'indique déjà quelle opération je fais et je finis par indiquer où je stocke le résultat d'un point de vue informatique. Donc ça, c'est le début de mon opération. Je fais A et non B et je stocke le résultat dans la variable C.
Voilà, après c'est juste une question d'habitude en termes de lecture. On a le texte structuré qui finalement est très proche de ce qu'on peut écrire en algèbre de Boole, puisqu'on écrit C deux points égale A, AND, note B. C'est simplement que les opérateurs ici s'écrivent AND, note, et on a l'opérateur d'infectation, deux points égales. On a ensuite le diagramme de bloc fonctionnel, où en fait une fonction est représentée par un bloc avec son nom, AND. On inverse l'entrée petit b, ce qui va bien nous faire pour C, C égale A et non B. On peut aussi l'écrire sous forme de ladder diagramme avec un contact normalement ouvert pour l'entrée A et un contact normalement fermé pour l'entrée B. Ça veut dire qu'on alimentera la bobine associée à la sortie petit c si A est vrai et si B est faux. Voilà, et puis ensuite le SFC, donc le SFC, ce dernier langage de programmation qui est un dérivé en fait du graph-set, on va en fait écrire la structure, c'est-à-dire on va représenter des étapes, on va représenter des transitions. En revanche, ce langage ne se suffit pas à lui-même, puisqu'ensuite il va falloir écrire les actions et les réceptivités. Je donne juste un exemple ici sur une réceptivité. Eh bien, on écrira par exemple sur la réceptivité au choix, soit on doit avoir run and not error, on peut l'écrire en liste d'instructions, soit on peut l'écrire en texte structuré, soit en ladder, soit en bloc fonctionnel. Donc on aura le choix pour écrire nos réceptivités d'utiliser un des 4 langages. Voilà. Et donc pour finir, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a bien une phase de conception en automatisme, où je vais utiliser un certain nombre d'outils pour décrire, pour essayer de décrire, essayer de déterminer le fonctionnement souhaité, attendu. Donc ce qu'on appelle des systèmes combinatoires, où j'ai pas de variable d'état, comme ce qu'on a vu au semestre 1, je vais plutôt utiliser des variables d'étape de vérité, de l'algèbre de Boole, des tableaux de Carnot. Et puis dès que les systèmes vont être plus complexes, que je vais avoir besoin de variables d'état, ces fameuses variables d'état qu'on a vues en TP dans le cadre de la machine de tri, dans le cadre de la machine perceptrice. Alors en DP, vous avez vu des exemples où il y a une seule variable d'état, mais dès qu'on va avoir 10, 20, 30, 40, 50 variables d'état, ça devient quand même un peu compliqué. Donc on passe sur d'autres outils, alors sur ce qu'on appelle des systèmes séquentiels, on peut avoir des tables d'évolution, c'est une table de vérité, mais dans laquelle les lignes sont dans l'ordre chronologique. On peut utiliser des chronogrammes, ce qui est plutôt utilisé notamment en électronique parfois pour décrire le fonctionnement d'un composant. Sauf que faire des chronogrammes avec sans entrée, sans sortie, ça devient tout de suite très très complexe. Et donc on va préférer, nous, en automatisme, utiliser le graph-set. Un dernier outil qu'on ne verra pas, qui est le GEMA, qui permet d'écrire les modes de marche et d'arrêt de la machine. Quel que soit l'outil qu'on utilise ici en conception, l'idée ici, c'est bien que vous compreniez la différence entre je conçois ma partie commande, c'est-à-dire je suis en train de définir quel est le comportement attendu. Il faut faire la différence avec la phase de réalisation, puisque quel que soit l'outil ici utilisé en conception, en réalisation, je peux faire du câblage électrique, alors ce qui se fait de moins en moins, puisque c'est long, c'est difficile à modifier, mais c'est toujours faisable. Si c'est un système très simple, je peux toujours utiliser des composants électriques. Je peux faire une carte en électronique numérique, donc je commande des composants électroniques, des portes logiques, des et, des ou, et puis je fais une carte en électronique. Toujours pareil, c'est certainement parfois moins cher, par contre toute modification va être un peu compliquée. Je peux utiliser des composants pneumatiques, il existe les portes logiques en pneumatique. Vous me direz quelle idée? L'idée c'est que, imaginez que vous travaillez dans un environnement explosif, vous travaillez chez un fabricant de poudre, ou dans d'autres milieux, et malheureusement certaines catastrophes industrielles nous ont rappelé que l'industrie manipule parfois des produits explosifs inflammables, et l'avantage des composants pneumatiques, c'est quand vous manipulez de l'air, il n'y a pas d'étincelle. Voilà. Même si aujourd'hui en électricité on sait faire des composants Diatex qui peuvent travailler en environnement explosif, le pneumatique, à une époque, était la seule solution. Dernière possibilité en termes de réalisation, c'est de programmer. Alors programmer comment? Nous, on va dire dans le domaine industriel, dans le domaine des systèmes de production, on utilise plutôt des automates programmables industriels, mais si vous voulez faire un système automatisé grand public, type un portail, vous n'utilisez pas un automate, mais plutôt une carte électronique avec un microcontrôleur. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des PC industriels, qui sont des ordinateurs un peu renforcés, on dit durcis, ça veut dire qu'ils sont un peu plus résistants à la température, au choc, aux vibrations, et plus fiables. Voilà. Pour conclure sur cette deuxième vidéo, un peu plus longue que ce que j'avais prévu, simplement pour reboucler sur ce que je vous ai indiqué précédemment et pour replacer les outils, il faut comprendre qu'en automatisme, et comme dans tout développement, l'automatisme va faire appel à la fois à un bureau d'études mécaniques pour le développement de la partie opérative, un bureau d'études électriques pour le développement de la partie électrique et un bureau d'études automatisme. On va donc passer par une phase d'expression des besoins du client et une phase de spécification
de la machine automatisée. Donc là, c'est généralement ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, c'est plutôt sous forme textuelle, sous forme de schéma. Et ensuite, on va passer en conception générale et en conception détaillée. Pour la partie mécanique, vous l'avez vu avec mes collègues de conception, on va utiliser des logiciels de CAO, on va faire des maquettes numériques, etc. Et ensuite, en automatisme, pour décrire le fonctionnement, on va utiliser le graph set. Et enfin, on utilisera pour la phase de réalisation, en programmation, du SFC si on le souhaite, mais on peut également rebasculer un graph set sous forme d'équation logique. Voilà, tout ça, le graph set et le SFC, sont définis par des normes internationales, des normes IEC. Leur dernière version date de 2013. Comme toute norme, elles ne sont pas gratuites. Vous pouvez aller les consulter sur le web store de l'IEC. Voilà pour cette seconde vidéo. Suivra un questionnaire de quelques questions pour valider en fait que vous ayez assimilé l'ensemble des concepts qui ont été introduits. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la troisième vidéo la semaine prochaine. Au revoir.